Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 10 février à la une de cette édition. Les chiffres de la délinquance et de l'immigration qui ont été dévoilés ce matin. C'est en compagnie du procureur de la République et des hauts fonctionnaires de Lille que le préfet a pu faire le bilan. Il révèle que les violences sexuelles et intrafamiliales sont en forte augmentation, mais que la délinquance générale est en baisse comparée à 2017. En effet, ces chiffres entrent davantage en comparaison avec ceux de 2017, la préfecture considérant que l'année 2018 a été une année faussée par la grève générale. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Une baisse des vols avec violence de 13,9%, des cambriolages de 30,8% ou de la délinquance générale de 1,9%. A l'inverse, les violences intrafamiliales ont augmenté de 47,6% et les atteintes volontaires à l'intégrité physique de 8,7%. Des chiffres qui s'expliquent par des personnes qui n'auraient plus peur de porter plainte et une présence des forces de l'ordre renforcée. Les effectifs de la police nationale et de la gendarmerie nationale ont augmenté considérablement entre 2017 et 2019. Et donc, on a un meilleur engagement des forces. On a plus de force sur le terrain. C'est visible d'ailleurs, les Mahorais le voient bien. Et donc, tout ça nous a permis de faire baisser les cambriolages. Tout ça nous a permis de faire baisser les faits violents. Mais encore une fois, je ne me satisfais pas de cela parce qu'il faut que les Mahorais le ressentent désormais et qu'ils sentent qu'ils vivent sur une île sereine et qu'ils se portent bien. Un sentiment partagé par le procureur de la République Camille Mianzoni qui met l'accent sur la prévention pour pouvoir faire diminuer les chiffres de la délinquance. Il y a encore le sentiment qu'il y a beaucoup de faits qui sont commis. Et en effet, il y a beaucoup de faits, d'où le travail qui reste à faire, un travail important des policiers, des gendarmes. Mais j'invite aussi l'ensemble de la société, parce que la prévention qui doit être vraiment le moteur de la lutte contre la délinquance est encore à un niveau encore insuffisant. Il faut donc que nous mettions l'accent dans les temps futurs sur cette prévention qui doit mobiliser les collectivités locales, les maires, mais aussi les associations, mais aussi les familles. Voilà le chantier qui est ouvert. Un accent sur la prévention que l'État devrait mettre en place pour essayer de solutionner le problème. Ce chantier portera peut-être ses fruits sur cette année, mais il faudra attendre le bilan de 2020 pour en avoir la réponse. Et cette délinquance frappe très souvent aux abords des établissements scolaires. La semaine passée, les élèves du LPO de Mamoudzou Nord ont manifesté pour dire stop aux violences qu'ils subissent quotidiennement. Ce matin, une réunion s'est tenue afin de trouver des solutions pour remédier à ce fléau. Et des mesures vont ainsi être prises à court, moyen et long terme. Pour ce faire, plusieurs acteurs ont accepté de se mobiliser. La sécurité étant plus que jamais l'affaire de tous. Paul Arthur Avit et Leslie Vumanet. La semaine passée a une nouvelle fois été marquée par les violences aux abords ou dans les établissements scolaires, que ce soit à Tsararano ou LPO de Mamoudzou Nord. Ce matin, les autorités étaient réunies afin d'envisager des solutions communes. Vendredi, j'ai reçu une délégation de lycéens du lycée polyvalent de Mamoudzou. Ils m'ont dit ce qu'ils subissaient tous les jours. Et évidemment, nous avons jugé cela absolument inacceptable. Il faut donc que nous apportions des réponses pour sécuriser notamment l'environnement autour des lycées de Mayotte. Et donc, avec le recteur, nous avons décidé vendredi d'organiser cette réunion en mettant autour de la table tous les acteurs. Parce que l'éducation nationale ne peut rien faire seule, la ville de Mamoudzou ne peut rien faire seule, le transporteur ne peut rien faire seul, même la police ne peut rien faire seule. Il faut qu'on soit ensemble, ces personnes, il faut qu'on soit ensemble pour trouver les bonnes solutions. Du côté des élèves de Mamoudzou Nord, le ras-le-bol est réel. En effet, cela fait des mois que les violences se multiplient et deviennent quotidiennes aux abords de l'établissement. Nous ne sortons pas de chez nous pour venir à l'école pour qu'on soit agressé, car lorsqu'on se dit que pour aller chercher notre futur, il faut d'abord qu'on soit agressé pour avancer. C'était dur pour nous tous les jours. Donc c'est pour ça que nous sommes descendus sur la route sans bousculade, sans insultes, sans armes à feu, sans armes blanches pour aller toquer sur ces portes-là pour dire que nous en avons marre d'être agressés gratuitement comme ça. Certains élèves de cet établissement arrivent très tôt, à une heure où il ne fait pas encore jour, sachant que le trajet de l'arrêt de bus jusqu'à l'établissement n'est pas éclairé. Des mesures à court, moyen et long terme vont donc être mises en place afin d'assurer la sécurité des élèves.
les premières solutions immédiates, c'est évidemment de continuer la pression au niveau des forces de l'ordre pour identifier les voyous, les arrêter et faire cesser cette violence. Et la deuxième réponse, là aussi immédiate, que nous avons pu voir avec la mairie de Mamoudzou, c'est faire ouvrir la MJC pour pouvoir y accueillir tous les élèves qui arrivent devant cette MJC très tôt le matin et qui doivent attendre parfois 2 heures avant que les cours ne commencent. Et puis la troisième mesure, c'est de vérifier avec la société Matisse que justement tous les élèves soient bien accompagnés jusqu'à cette MJC et pas laissés à d'autres endroits. Ça, ce sont les solutions immédiates. Et puis à plus long terme, évidemment, il y a un travail de fond à faire sur la violence et on a incité les élèves à réfléchir à des solutions. Élèves, parents, forces de l'ordre, autorités, comme toujours, chacun doit réfléchir aux solutions les plus efficaces pour lutter contre ce fléau qui touche la grande majorité des établissements de l'île. Et la grève du côté d'EDM se poursuit depuis plusieurs semaines. Une intersyndicale se bat afin notamment de réclamer la reprise des parts de la SOR internationale par EDF. Pour l'heure, le statu quo demeure et les grévistes continuent d'affirmer que la vente des parts de la SOR au fonds d'investissement Quaero Capital se fait dans le plus grand secret. Je vous propose d'écouter l'un des membres de l'intersyndicale qui évoque les dernières réunions du conseil de surveillance d'EDM. Nos élus sont là, ils dorment et n'osent pas dire à la population mahoraise, aux Mahorais, à nos familles, d'accord, comme quoi demain on va avoir des problèmes. Et tant même que nous, on les interpelle à ce niveau-là, ils ne se bougent même pas. Et ça c'est malheureux parce que M. Souleymana de dire comme quoi tout a été fait dans la clarté et dans la transparence, c'est un gros menteur. Parce que moi, ce que vous dites. Oui, parce que moi, je siégeais au conseil de surveillance. En septembre, quand on pose la question, j'étais présent. Et qu'eux-mêmes se sont regardés. Après la réunion, le directeur de la SOR, le DAF, il a dit, en aparté, ça faisait 6 mois que le process est en cours. 6 mois, au bout de... Ça, c'était de septembre. Quelques mois après, il y a une convocation CSE, tout est accéléré. C'est là où on se dit, il y a un problème parce qu'il n'y a pas de transparence dans cet acteur qui va venir demain. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment Mayotte qui prend la présidence des régions ultra-périphériques ou encore le lancement du Code du travail numérique. Au montage, Leslie Vimenet. Le 6 février dernier s'est tenue à Saint-Martin la session interne de la conférence des présidents des RUP, les régions ultra-périphériques. À la veille de la passation de témoins pour exercer la présidence, 3 élus de Mayotte représentaient le conseil départemental. Mohamed Sidi, 6e vice-président en charge de la coopération décentralisée et des affaires européennes. Les conseillers départementaux Ali Debré-Combo et Alimam Dalla Bamoudou. Dans son discours, Mohamed Sidi a évoqué un moment décisif d'un nouveau cycle politique et a rappelé les priorités pour Mayotte. Le rattrapage économique et social, la question migratoire dans toutes ses dimensions et la vulnérabilité de Mayotte face aux effets du changement climatique. À la veille du jour symbolique de sa présidence, Mayotte s'est attachée à défendre la recherche d'un consensus entre les RUP sur toutes les questions stratégiques, assure le département. Le 7 février, le flambeau a officiellement été passé au représentant du 101e département qui va assurer la présidence durant près d'1 an. L'ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail du 22 septembre 2017 a inscrit dans la loi la mise en place du Code du travail numérique. Le portail a été lancé le 16 janvier 2020 par la ministre du Travail Muriel Pénicaud et le service est opérationnel depuis cette date. Il est 100% numérique, gratuit et accessible à tous les usagers. Ce Code du travail numérique vise à répondre de façon synthétique et précise aux questions en droit du travail des salariés et employeurs. Cet outil fournit une réponse à plus de 50 questions pour les 50 principales branches couvrant 78% des salariés. Pour les autres questions, il est prévu de fournir aux usagers les dispositions législatives réglementaires. Le Code du travail numérique inclut des outils ou des ressources pratiques pour accompagner les usagers dans leur démarche. Le service est évolutif et intègre les changements liés à la législation en vigueur et vient en complémentarité au service de renseignement de la DIECT. Le clan du sénateur Hassani Abdallah assure prendre acte de l'annulation de l'élection du président et de son bureau organisée le 2 décembre 2018.
Dans un communiqué, il est précisé, je cite, « La Cour a reconnu dans son arrêt que seul le comité directeur est compétent pour élire le président et le bureau exécutif du MDM, étant précisé que le président du Congrès est un président de séance, comme l'indiquent nos statuts. » Contrairement à ce qui a pu être dit dans certains médias, M. Hamada Bin Ali ne peut se prévaloir de la présidence du mouvement suite à la mascarade organisée à Mangajou. Par conséquent, en tant que membre du comité directeur, nous demandons l'organisation le plus rapidement possible d'une nouvelle réunion des membres du comité directeur pour élire un nouveau président et un nouveau bureau exécutif du parti, afin de permettre aux électeurs du MDM d'aborder les élections municipales des 15 et 22 mars prochains dans la sérénité. Et environnement, dans votre 19h, la 26e édition du Festival de l'image sous-marine est déjà lancée, tout au moins en ce qui concerne les inscriptions. Comme les années précédentes, 4 concours distincts seront proposés aux amateurs comme aux professionnels. Et à l'instar des autres éditions, il faut s'attendre à des films inédits et à la présence de pointures en matière de fonds sous-marins. Je vous propose d'écouter le fondateur de ce festival au micro de Patrick Millon. Moi, je m'efforce en faisant la programmation de ne programmer que des films qui n'ont jamais été diffusés ici. Oui, voilà. ouais. Donc c'est des nouveautés pour Mayotte au moins. Ouais. Même si le film n'est pas de l'année, c'est un film. Ce sont des films qui n'ont pas été projetés à Mayotte. Ouais. Ça c'est une chose. Et on aura d'ailleurs des intervenants venant de métropole qui seront là pour les présenter. L'an dernier, on a eu René Euzé. René Euzé, c'est quand même une grosse pointure de l'image sous-marine. Ouais. On aura Bernard Abeille. Bernard Abeille encore que maintenant on ne présente plus, puisque l'homme à la contrebasse qui accomplit un travail remarquable auprès des élèves il fait la tournée des établissements. Il est connu maintenant dans l'île. Et on termine cette édition avec la grève contre la réforme des retraites qui se poursuit sur le territoire. Jeudi, le recteur est monté vivement au créneau après avoir été pris à partie par des grévistes devant le lycée de Petite-Terre. Ce matin, Gilles Albou était sur notre plateau et pendant ce temps-là, des grévistes bloquaient l'entrée du rectorat à l'aide de chaînes et de cadenas. Le bras de fer se poursuit, même si le recteur continue de prôner l'apaisement et le dialogue social. Un sujet signé Daniel Dunon et Leslie Vumenet. Vendredi, le SNUPP a appelé au rassemblement devant le rectorat. Ce matin, une poignée de grévistes était sur place avec la ferme intention de ne pas permettre à l'institution d'ouvrir ses portes au personnel. On a décidé aujourd'hui de bloquer le rectorat. Nous réclamons l'abandon de cette réforme qui impactera, on va dire doublement, voire triplement Mayotte, parce que on risque en fait au final une perte de salaire allant de plus de 100 €. Donc on maintient maintenant avec des actions. Si le recteur dit comprendre les revendications, il regrette les actions de blocage qui, selon lui, sont tout simplement contre-productives. Ce que je dis, c'est qu'à chaque fois qu'on ferme un établissement public, à chaque fois qu'on ferme une école, ça me choque. Voilà. Aujourd'hui, à Mayotte, on est là pour ouvrir les écoles et on est là pour défendre le service public. Et c'est quelque chose qu'on partage avec les organisations syndicales. Faisons aussi attention aux symboles. On nous regarde là aussi. On défend le service public. On le défend tous. Eux à leur manière, quand évidemment ils défendent les personnels. Moi à la mienne, quand je valorise effectivement les actions. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, souvent ce sont les mêmes collègues qui se démènent corps et âme, qui travaillent plus que leurs heures, qui défendent leurs élèves, qui innovent pédagogiquement. Et ce sont les mêmes aussi qui revendiquent, parce que évidemment, il y a un certain nombre de choses aujourd'hui sur lesquelles il faut qu'on travaille. Dans la matinée, les policiers se sont rendus sur place afin de débloquer l'entrée du rectorat. Néanmoins, du côté des grévistes, la détermination restait comme toujours au rendez-vous. Ça s'est débloqué, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça reste en l'état. Donc les actions ne cessent pas. Les actions ne cesseront pas tant que le projet de réforme comment sera maintenu, tant que nous allons perdre en termes de pouvoir d'achat. Donc c'est pas ça ce qui va nous démobiliser et il faut s'attendre à d'autres blocages dans la journée. En fin de semaine, le recteur sera à Paris afin d'y rencontrer le ministre de l'Éducation nationale et la ministre des Outre-mer. Gilles Albou promet qu'il fera remonter les problématiques des syndicats locaux
comme il assure le faire depuis sa prise de fonction. Moi, je préfère un territoire aujourd'hui qui bouillonne, un territoire qui a envie, un territoire qui se développe avec des équipes pédagogiques fortement mobilisées, qu'un territoire amorphe. Donc, vous avez raison de le dire, il faut envoyer des signaux positifs. C'est ce que je fais. Il faut aussi défendre nos personnels parce qu'on ne peut pas développer ce territoire aujourd'hui si on a des personnels qui sont dans des mauvaises conditions de travail. Le tout, il faut le faire dans le calme, continuer à travailler ensemble. Le recteur, il doit défendre l'ensemble des personnels et toutes les organisations syndicales, interrogez-les, elles pourront vous dire aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on me sollicite, les portes sont ouvertes et que s'il y a des décisions que je dois prendre, je les prends toujours dans l'intérêt des personnes. Si pour l'heure les relations entre les syndicats et le rectorat sont au beau fixe, nul doute que cette grève est loin d'avoir trouvé son point final, alors même que le texte est désormais entre les mains des parlementaires. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Coesi.